Examinons maintenant les différentes étapes de la démarche de modélisation structurale, notamment de la construction d'un modèle à l'interprétation des résultats, en passant par la spécification, l'estimation et l'identification d'un modèle. Autant d'étapes qui sont ainsi résumées. En fait, au départ de toute modélisation structurale, on a un modèle théorique, soit un système formel de relations sur des variables concernant les mécanismes que l'on croit être à l'origine des données des covariations entre les variables observées. Une fois qu'on a fini de construire le modèle, il faut le spécifier avant de pouvoir en estimer les paramètres et surtout s'assurer que le modèle est bien identifié pour pouvoir espérer obtenir des résultats à bien examiner et interpréter, étant entendu qu'on peut modifier le modèle à partir des résultats obtenus de façon à retenir ultimement un modèle qui s'ajuste mieux aux données. Alors, la première étape d'une modélisation par équation structurale consiste à construire le modèle. Alors, comment construire un modèle? Idéalement, tout modèle doit reposer sur des bases théoriques qui supportent les hypothèses sous-jacentes. En l'occurrence, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Une phrase très célèbre prononcée par Levin, qui est le fondateur de la psychologie sociale, à la suite d'un débat à l'époque entre théorie et pratique, laquelle des deux vient avant l'autre. Alors, c'est sa façon à lui de mettre fin plus ou moins à ce débat qui existe toujours, de façon à avancer qu'en fait, théorie et pratique sont complémentaires. Cela est davantage vrai, surtout en modélisation structurale, où on doit sans cesse faire un va-et-vient entre théorie et pratique, entre théorie et résultat. Et bien justement, une bonne pratique consiste à procéder à des séries d'analyses préliminaires, par exemple à des analyses factorielles ou des analyses de fiabilité pour créer des échelles des variables latentes. Ce qu'on a fait tout à l'heure lorsque nous créions l'échelle de satisfaction en calculant l'alpha de Cronbach. Mais aussi, on peut procéder à des analyses bivariées de façon à tester des relations simples à l'aide des techniques des statistiques bivariées qu'on a fini d'aborder et finalement utiliser des séries de régression linéaires hiérarchiques de façon à détecter des pistes causales, autrement dit des relations causales simples. L'enjeu ultimement est de tester des hypothèses simples qui formeront ultimement un modèle en tant que système de relations causales complexes. Donc retenez ceci. Tout modèle doit pouvoir être théoriquement solide et empiriquement ancré. Alors une fois qu'on a fini d'obtenir un modèle théoriquement solide et empiriquement ancré, il faut le spécifier. Autrement dit, il faut le traduire en des termes qui le rendent opérationnel, de façon à pouvoir, par exemple, confronter ce modèle aux données. C'est ce qu'on appelle la spécification du modèle et c'est la deuxième étape en modélisation structurale. Il y a au moins deux méthodes de spécification à l'aide d'un logiciel en particulier. Vous avez ce qu'on appelle la méthode graphique qui consiste simplement à schématiser les relations en utilisant les rectangles, les ovales, les flèches, de façon à construire un diagramme, ensuite appuyer sur un bouton et estimer simultanément le modèle en question. C'est ainsi que procède par exemple le logiciel de modélisation Amos, qui est un module de SPSS, ou bien on peut utiliser la méthode syntaxique. En l'occurrence, l'idée est d'écrire une équation en utilisant par exemple on
pour ce qui est du modèle structural, donc y on x, ou bien by pour ce qui est du modèle de mesure, la variable latente by les variables observées, ou bien with lorsqu'on veut modéliser des termes de corrélation. C'est ainsi que procède par exemple le logiciel M+, qui fera l'objet de ce cours en particulier. Donc, quand on travaille avec la méthode graphique ou la méthode syntaxique, l'idée est de traduire les hypothèses sous-jacentes du modèle en système d'équations. Et justement, pour mieux interpréter plus tard les résultats obtenus, il est important de savoir identifier de prime abord les équations des différents modèles. En l'occurrence, ici, vous avez le modèle de mesure, donc, qui inclut 3 variables observées, et vous avez la variable latente, état. Identifions maintenant les 3 équations du modèle de mesure en partant bien sûr d'une équation de régression linéaire qui est symbolisée par y égale b0, b0 étant la constante a si vous voulez, plus b1x plus l'erreur de prédiction. Voilà l'équation de régression que nous connaissons déjà. Donc à partir de là, on va essayer de mettre en évidence les 3 équations du modèle de mesure. Alors on va y aller. Donc on cherche à prédire la variable observée y1. Donc y1 est égal au coefficient lambda, donc qui est comme un coefficient de régression, en état n plus epsilon. Epsilon, c'est l'erreur de mesure. Donc c'est le terme grec qui signifie erreur de mesure, tout simplement. Ensuite, y2 est égal au loading 2 en la variable état, plus epsilon 2. Y3 est égal au loading 3 en la variable état, plus epsilon. Ici, on ne voit pas apparaître les constantes. Alors, pour voir apparaître les constantes, il faut que M+ rajoute une seconde ligne de données, en l'occurrence les moyennes des 3 variables observées. Une fois que M+ rajoute les 3 moyennes observées, on peut estimer effectivement les intercepts, autrement dit les constantes, ici de l'équation 1, constante de l'équation 2 et constante de l'équation 3. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres logiciels, on n'estime pas les intercepts. Pourquoi? Parce que dans ces logiciels, on n'inclut pas une seconde ligne, une seconde structure de données. Autrement dit, on n'inclut pas des moyennes observées. Mais comme M+ est un peu particulier, autrement dit, il inclut une structure de données en lien avec les moyennes observées, et donc M+ va en conséquence estimer les intercepts ou constantes. Et donc on voit bien que les équations sont similaires à cette équation du modèle linéaire. Donc pour ce modèle de mesure, on a 3 équations. Qu'en est-il maintenant du modèle structural complet? Alors ici, on cherche à prédire la variable état, donc la variable ici dépendante état ou variable endogène si vous voulez. Donc état est égal à bêta 1 à x1 plus bêta 2 à x2 plus zeta. Zeta étant tout simplement l'erreur de prédiction. Ici la constante on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est égale à 0. Pourquoi ici la constante est égale à 0? Parce que la variable latente état est une variable standardisée dont la moyenne est de 0 et l'écart type 1. Et comme la moyenne de la variable latente est égale à 0, et bien sûr tout naturellement, la constante sera égale à 0, puisque la constante c'est la valeur de la variable latente lorsque les prédicteurs sont nuls. Et donc la valeur de la variable latente, la valeur moyenne, c'est 0. Et donc 0 symbolise un peu la constante ici. Et par conséquent, on a fini de spécifier les 3 équations du modèle de mesure, ainsi que l'équation, la seule équation du modèle structural. On est prêt effectivement à passer à la 3e étape qui consiste à estimer les paramètres du modèle. En particulier, l'estimation est assez similaire à celle qu'on a déjà vue en régression linéaire. Donc en régression linéaire, on a vu que l'estimation repose sur les scores des cas individuels. Autrement dit, on cherche les paramètres
qui minimise le plus la somme des écarts au carré entre les scores observés Y et les scores prédits Y chapeau. Étant entendu que plus la somme des carrés des résidus est petite, plus le modèle s'ajuste bien aux données. En l'occurrence, lorsque le modèle est parfaitement correct, eh bien, la somme des écarts entre score réel et score prédit sera nulle. Et donc, on utilise essentiellement la méthode des moyennes carrées ordinaires pour pouvoir estimer les paramètres du modèle de régression linéaire. C'est très similaire à ce qui se passe en modélisation par équation structurale, à la différence qu'ici, on n'analyse plus des scores individuels, mais on analyse des covariances, des corrélations. Mais la logique est la même. On cherche ici aussi les paramètres dont la matrice de covariance prédite s'ajuste le plus possible à la matrice de covariance observée. En l'occurrence, on veut que ce qui est prédit soit le plus proche possible de ce qui est observé. Et dans ce cas aussi, lorsque le modèle est parfaitement correct, l'écart entre la matrice de covariance observée et la matrice de covariance prédite sera nul. Encore une fois, la logique de l'estimation en modélisation structurale est similaire à la logique de l'estimation dans le cas du modèle de régression linéaire. Dans les deux cas, on cherche à minimiser l'écart entre ce qui est observé dans les données et ce qui est prédit à l'aide du modèle en question. Étant entendu bien sûr que la plupart des estimateurs utilisent cette fonction d'ajustement minimal. Autrement dit, on cherche effectivement à obtenir un écart entre la matrice de covariance observée et la matrice de covariance prédite le plus petit possible, le moindre possible. Étant entendu que tous les estimateurs utilisent cette fonction d'ajustement minimal de façon à estimer les paramètres d'un modèle, dont par exemple le maximum de vraisemblance qui est le principal estimateur du logiciel M+. Disons que c'est l'estimateur par défaut de M+, et effectivement le maximum de vraisemblance suit une distribution du qui carré qui repose tout simplement sur la différence finalement entre la matrice de covariance observée et la matrice de covariance prédite en l'occurrence. Sauf que le maximum de vraisemblance est utilisé en modélisation structurale à la condition que les variables suivent une distribution multinomiale. Dans le cas de distribution non multinormale, si on utilise le maximum de vraisemblance, on obtient des erreurs type biaisées. Une façon d'obtenir des erreurs type non biaisées, autrement dit des erreurs type robustes, face à la non multinormalité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance robuste, précisément MLR. Eh bien, dans M+, il y a moyen, effectivement, de spécifier cet estimateur MLR, étant entendu que l'estimateur ML est l'estimateur par défaut de M+, étant entendu qu'il y a d'autres méthodes d'estimation des paramètres, par exemple les moyennes carrées, que ce soit pondérées, non pondérées ou généralisées, peuvent aussi être utilisées dans certaines conditions. En particulier, nous connaissons déjà la méthode des moyennes carrées ordinaires, c'est celle qui sous-tend l'estimation des paramètres dans le cas du modèle linéaire. Et bien justement, la méthode des moindres carrés ordinaires est utilisée à la condition que les résidus du modèle de régression soient homogènes. Et que donc en situation d'hétérogénéité des résidus, la méthode des moyennes carrées ordinaires que vous connaissez n'est pas appropriée. Mais dans ce cas, on utilise plutôt les méthodes des moyennes carrées pondérées ou non pondérées ou généralisées. Voilà leur intérêt par rapport à la méthode simple des moyennes carrées que vous connaissez déjà. Étant entendu que lorsque vous travaillez avec des variables catégorielles, vous utilisez essentiellement ce qu'on appelle la méthode des moyennes carrées pondérées avec moyenne et variance ajustée. Précisément
le WLSMV, qui est aussi intégré dans le logiciel M+. Et donc, de manière générale, quel que soit l'estimateur choisi, la logique est la même. On cherche effectivement à minimiser les écarts entre la matrice de covariance observée et la matrice de covariance prédite, de façon à estimer les paramètres du modèle. Et donc, lorsqu'on estime les paramètres du modèle, on estime en fait les paramètres libres. Et donc, très important de savoir différencier paramètres libres et paramètres fixes. Mais il est aussi très important de savoir que les variables latentes ne comportent pas de métrique, ne comportent pas d'unité de mesure. Et donc, il faut leur conférer une unité de mesure. Et on peut le faire au moins de deux façons. On peut fixer la variance de la variable latente à 1, de façon à ce que, effectivement, la moyenne soit égale à 0. Ou bien, on peut fixer un loading comme étant égal à 1, de façon à affecter automatiquement 1 comme variance à la variable latente et 0 comme moyenne. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais pour le moment, très important de savoir différencier paramètres libres et paramètres fixes. Alors, les paramètres libres, ce sont des paramètres qui sont inconnus, et donc dont on cherche effectivement à estimer les valeurs, alors que les paramètres fixes, ce sont des paramètres qui sont connus, et donc on ne cherche pas à estimer en son temps. Alors, pour pouvoir estimer le modèle, bien sûr, il faut s'assurer qu'il soit bien identifié. Eh bien, l'identification du modèle, c'est la quatrième étape de la modélisation structurale, consiste tout simplement à s'assurer que le nombre de paramètres ne dépasse pas le nombre d'informations disponibles dans les données. Autrement dit, ce qu'on postule comme relation ne doit pas dépasser ce qui existe comme données ou informations dans les données, étant entendu que certains paramètres ne sont pas forcément visibles sur le schéma ou dans l'équation du modèle en question. Généralement, tout ce qui est intercept et variance, on ne les voit pas directement dans le diagramme du modèle. Mais il faut savoir que ces paramètres existent et qu'il faut les retrouver directement dans les sorties brutes du logiciel. Mais aussi, dans M+, le logiciel d'intérêt ici, les informations disponibles sont différentes selon que nous sommes en présence de variables endogènes ou de variables exogènes. En l'occurrence, comme concernant ici le modèle de mesure, incluant les variables revenir, suivi, recommandé. Et donc ici, le nombre d'informations disponibles est égal à K multiplié par K plus 1 divisé par 2. K étant le nombre de variables. Donc on aurait 3 multiplié par 3 plus 1. Donc 3 multiplié par 4, 12 divisé par 2, 6. Et donc ici on aurait 6 informations pour ce qui est de la variable, pour ce qui est des variables endogènes. Mais comme M+ rajoute une seconde ligne, une seconde structure de données, en l'occurrence les moyennes observées des 3 variables, il faut rajouter les K moyennes, autrement dit les 3 moyennes. Dans le cas de variables indépendantes ou exogènes, eh bien, le nombre d'informations, c'est le nombre de covariances entre chacune des VI et chacune des variables dépendantes. Donc ici, on aurait covariance entre X, autrement dit le prédicteur X, et les 3 variables dépendantes, covariance entre le prédicteur X2 et les 3 variables dépendantes. Et donc ici, on aurait 6 covariances pour ce qui est des variables endogènes. Mais voilà ce qui est l'identification du modèle et repose simplement sur la comparaison entre le nombre d'informations disponibles et le nombre de paramètres, étant entendu que leur différence donne ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté du modèle. Et donc le nombre de degrés de liberté est égal à la différence entre le nombre d'informations disponibles dans les données et le nombre de paramètres postulés dans le modèle, étant entendu que lorsque le nombre d'informations disponibles est égal exactement au nombre de paramètres postulés, on obtient ce qu'on appelle un modèle juste identifié. C'est correct, un modèle juste identifié, mais scientifiquement parlant, c'est un modèle qui n'est pas très intéressant, parce que c'est un modèle qui avance que ce qu'on postule comme relation est rencontré parfaitement
à ce qui existe dans les données. Autrement dit, le modèle est parfait. Or, nous savons que dans la réalité, aucun modèle ne s'ajuste parfaitement aux données. Lorsque le nombre de degrés de liberté est plutôt supérieur à 0, autrement dit que le nombre d'informations soit supérieur au nombre de paramètres, on parle de modèle suridentifié. C'est le but visé précisément en modélisation par équation structurale. Et finalement, lorsque le nombre d'informations disponibles est inférieur au nombre de paramètres, on obtient un modèle sous-identifié. Et bien dans ce cas, le logiciel ne produit pas de résultats. Et par conséquent, vous voulez obtenir des résultats sensés, scientifiquement valides, assurez-vous à ce que le nombre d'informations disponibles soit supérieur au nombre de paramètres. Alors on va s'exercer effectivement à vérifier si nos modèles sont bien identifiés en commençant par le modèle de mesure. Ici, on a la variable latente état, donc qui explique les corrélations entre les variables observées y1, y2 et y3. Alors, on en a parlé tout à l'heure, les variables latentes ne comportent pas de métrique. Et donc, il faut leur donner une unité de mesure. Et pour leur donner une unité de mesure, une première possibilité consiste à fixer le premier loading, par exemple, entre la variable latente et le premier indicateur. Donc, fixer ce loading à 1. Et lorsqu'on fixe ce loading à 1, on signifie au logiciel de conférer une variance de 1 à la variable latente et une moyenne de 0. Voilà pourquoi automatiquement M+ va fixer le premier loading à 1. L'idée étant de conférer une métrique à la variable latente. Étant entendu qu'une autre possibilité aurait été de fixer directement la variance à 1 et la moyenne à 0 de façon à faire varier librement le premier loading. C'est une possibilité aussi dans M+, mais par défaut, M+ va plutôt fixer le premier loading. Alors une fois que c'est fait, on estime bien sûr la variance de la variable latente, premier paramètre. Ensuite, les deux loadings, donc on a deux autres paramètres qui s'ajoutent. Bien sûr, les valeurs résiduelles, ici epsilon, il faut les estimer, mais aussi comme M+ rajoute une ligne de moyenne observée, eh bien, il va estimer aussi l'intercept du modèle Y1, l'intercept du modèle Y2 et l'intercept du modèle Y3. Au total, on se retrouve avec 9 paramètres libres à estimer. Qu'en est-il maintenant du nombre d'informations disponibles? Eh bien, on aura 3 le nombre de variables, multiplié par 3 le nombre de variables plus 1, divisé par 2. Et donc, on aura 6 informations disponibles. Et ensuite, on rajoute les 3 moyennes observées. De telle sorte qu'on se retrouve au total avec 9 informations disponibles. Par conséquent, le nombre d'informations disponibles est égal au nombre de paramètres. Par conséquent, le nombre de degrés de liberté sera égal à 0. Et donc ici, on a un modèle juste identifié, qui est correct. Donc ça se défend. Mais scientifiquement parlant, ce modèle est peu intéressant, puisque ici, on a un modèle parfait. Or, un modèle parfait, ça n'existe pas. Mais, encore une fois, c'est correct. Donc, on a fini effectivement d'identifier le modèle de mesure comme étant juste identifié. Qu'en est-il maintenant du modèle structural complet? Bien sûr, lorsqu'on implique deux prédicteurs, c'est parce qu'on a fini effectivement de conférer une moyenne de 0 et une variance de 1 à la variable latente ici état. De telle sorte qu'ici, la variance n'est plus à estimer. Elle doit être connue, puisqu'on cherche à expliquer la variabilité de la variable dépendante. Encore faut-il que cette variabilité soit connue d'avance. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on va fixer la variance de la variable latente à 1 et la moyenne à 0. Donc ici, la variance ne serait plus un paramètre à estimer. Ensuite, vous aurez bien sûr à estimer l'erreur de prédiction, zeta, et les deux bêta, illustrant l'effet des deux prédicteurs sur la variable latente. Et donc, on se retrouve avec au total 11 paramètres libres à estimer. Autrement dit, 3 paramètres qui vont se rajouter aux paramètres du modèle de mesure, étant entendu que
la variance de la variable latente n'est plus à estimer. Qu'en est-il maintenant du nombre d'informations disponibles? Alors, pour ce qui est des 3 variables dépendantes, on avait 9 informations disponibles, plus les covariances entre chacune des VI et les 3 variables indicatrices, on se retrouve avec 6 de plus. Et donc, on aura 9 plus 6, on se retrouve avec 15 informations disponibles. Et donc, le nombre d'informations disponibles, 15, moins le nombre de paramètres, 11, donne 4. Et donc, ici, nous sommes en présence d'un modèle suridentifié. Et c'est le but, modélisation par équation structurale. Mais tant mieux, ici, on a un modèle qui est suridentifié. Autrement dit, ce qu'on postule comme relation dans le modèle est inférieur à ce qui est disponible comme information dans les données. Une fois qu'on a fini de bien identifier le modèle et d'en estimer les paramètres, on obtient des résultats, bien sûr, à examiner avant de passer à leur interprétation. Et donc, très important de vérifier si la solution finale n'a pas produit des erreurs inhabituelles. En particulier, est-ce qu'il n'y a pas un nombre de degrés de liberté négatif, une variance négative, ou bien des erreurs trop fortes, ou encore un coefficient standardisé supérieur à 1. Une fois que vous avez fini de procéder à ces vérifications et que tout semble correct, et bien sûr, vous pouvez interpréter les indices d'ajustement afin d'évaluer précisément la qualité du modèle. Autrement dit, est-ce que le modèle dans l'ensemble s'ajuste bien ou pas aux données? Et au besoin, utiliser ce qu'on appelle les indices de modification qui vont vous dire, par exemple, si vous libérez tel paramètre, vous allez réduire le qui carré de temps. Autrement dit, vous augmentez vos chances d'obtenir un meilleur modèle. Et donc, c'est une option qui existe dans le logiciel M+, et c'est une option très intéressante qui permet de modifier un modèle de façon à obtenir un modèle final plus empiriquement ancré et qui s'ajusterait mieux aux données, étant entendu qu'une fois qu'on a fini de retenir le modèle final, on peut en interpréter les résultats, en l'occurrence les paramètres, de façon à confirmer ou infirmer les relations qui sont postulées dans le modèle de départ. Voilà comment se présentent les indices d'ajustement de M+. Alors, on va essayer de les parcourir ensemble en les classant dans des catégories de façon à faciliter leur interprétation en particulier. Alors, vous avez une première catégorie d'indices d'ajustement qui évalue dans quelle mesure le modèle reproduit les données. C'est ce qu'on appelle des indices absolus. Le qui carré est certainement l'indice absolu le plus connu. Il consiste tout simplement à comparer la matrice de covariance observée et la matrice de covariance prédite, étant entendu qu'on veut que cet écart soit le plus petit possible et par conséquent le qui carré doit être le plus petit possible. Plus le qui carré se rapproche de 0, plus l'ajustement est de bonne qualité. En l'occurrence, ici, on veut que le qui carré ne soit pas statistiquement significatif. Parce que si le qui carré est statistiquement significatif, ça signifie qu'il est significativement différent de 0 et que par conséquent, il y a un écart significatif entre ce qu'on postule comme relation et ce qui existe comme données. Alors, un autre indice absolu est ce qu'on appelle le RMCA, donc, qui repose sur l'analyse des résidus. Et donc ici, on veut donc que le RMCA soit le plus petit possible, en tout cas inférieur à 0.05, pour pouvoir avancer que nous avons un modèle de bonne qualité. Alors, ce qui est intéressant avec le RMCA, c'est qu'il ajuste l'effet de la taille de l'échantillon sur le qui carré en particulier, comparativement à l'indice SRMR, qui est plutôt sensible à la taille de l'échantillon, étant entendu qu'il repose sur les résidus moyens standardisés. Et donc, on rapporte plus souvent le RMCA que le SRMR, pour la simple raison que le RMCA est moins sensible à la taille de l'échantillon. La deuxième catégorie d'indices
est ce qu'on appelle les indices incrémentaux. Autrement dit, c'est des indices qui évaluent l'apport du modèle testé par rapport au modèle nul. Alors le modèle nul, c'est-à-dire le modèle sans prédicteur. Et on utilise principalement les CFI et le TLI, en tout cas pour ce qui est du logiciel M+. Alors les CFI et le TLI sont des indices qui mesurent de combien le modèle testé s'améliore-t-il par rapport au modèle nul. Et donc ici, on veut que les coefficients soient supérieurs à 0,95 pour pouvoir avancer que le modèle est de bonne qualité. En général, on rapporte plus souvent les CFI que le TLI. Pourquoi? Parce que les CFI donnent une valeur souvent plus grande que le TLI. Et finalement, vous avez ce qu'on appelle les indices de parcimonie qui effectivement tiennent compte du nombre de degrés de liberté, ou si vous voulez, de la taille de l'échantillon. En l'occurrence, le chi-carré, comme tout test d'hypothèse, a tendance à être statistiquement significatif au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Une façon d'ajuster cela, c'est de relativiser le chi-carré par le nombre de degrés de liberté, de façon à obtenir ce qu'on appelle un chi-carré normé. À partir de là, lorsque le chi-carré normé est compris entre 1 et 3, on peut croire que le modèle s'ajuste bien, et même si le chi-carré est statistiquement significatif. Donc c'est une façon effectivement de tenir compte de la tendance du chi-carré à être statistiquement significatif lorsque la taille de l'échantillon est grande. Étant entendu bien sûr que vous avez d'autres indices de parcimonie comme le BIC, le SABIC et l'AIC qui sont surtout utilisés lorsqu'on veut comparer deux modèles en particulier. Alors les indices en rouge, ce sont les indices qui sont présents dans M+, alors que les indices en blanc sont des indices qu'on voit dans d'autres logiciels comme Amos en particulier, étant entendu que tous ces indices reposent sur la différence entre la matrice de covariance observée et la matrice de covariance prédite du modèle et qui informe de manière générale sur la qualité de l'ajustement du modèle donné.